l'émission qui te lave derrière les oreilles. Et c'est pour nous un grand plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans l'émission notre ami Mohamed le Suédois. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et toi? Alhamdoulilah. Ça nous fait super plaisir de t'avoir à nouveau. Je sais que tu as eu un marathon médiatique interminable depuis ce matin, donc merci beaucoup pour l'amitié que tu nous fais. Merci vraiment à toi de m'inviter à chaque fois que je viens sur Alger. Quand tu veux. Merci beaucoup. Alors on va revenir évidemment sur ton parcours, un peu plus brièvement que la toute première fois parce qu'on a un peu moins de temps. Il paraît que tu es né dans une rose, est-ce que c'est vrai? Je suis né dans une cité qui s'appelle La Rose, exactement, Voilà. Marseille, exact. Ouais, que le nom qui est rose, parce qu'après la cité, tu vois. J'imagine. Voilà, ouais. Ça ressemble même pas à la montagne ici. Je sais pas si tu connais la montagne. Je connais la montagne. Voilà, mais ça ressemble un petit peu à la montagne. D'accord. On te disait très jeune que tu étais fait pour ça, tu faisais marrer un peu tes petits camarades et on te répétait inlassablement que tu devrais en faire ton métier. Exactement, très très jeune. Ça a commencé quand j'avais 7-8 ans, où je commençais à imiter ma mère en fait en descendant en bas du quartier. Tu mettais la djellaba, le foulard. Et... C'est pour ça qu'on t'a diffusé tout à l'heure, HK les voilà. saltimbanques, Et la maman. j'ai imité ma mère, et je la refaisais tellement à la perfection que tout le monde me disait autour de moi, mais t'as une vocation, t'as quelque chose. Et puis après ça a commencé avec au collège. C'est vrai que tu volais le châle de ta maman justement pour te déguiser en hélicacourt? Exactement. Et après au collège, c'est lors d'un cours de français en fait, Ouais. atelier théâtre, où je pars sur une improvisation. Et là le prof de français reste subjugué en fait. Il pensait que j'avais vraiment pris des cours de théâtre à la base. Et j'avais jamais vu un théâtre de ma vie. Est-ce que c'est le même qui a dit à ta maman, il est né pour faire le con? Exactement. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même personne. Et c'est lui qui a un peu mis, si tu veux, les machines en route en disant à mes parents qu'il fallait absolument qu'ils m'inscrivent dans une école de théâtre et que je fasse du théâtre. Et bon, mes parents n'ayant pas les moyens de m'inscrire dans une école de théâtre, donc du coup on a volé une école. Non, je rigole. Non, du coup. Tous les moyens sont bons pour l'éducation du gamin, allez. Non, donc du coup je suis monté sur Paris, donc à l'âge de 17 ans, et j'ai fait les cours Florent, que tu dois connaître, une école d'art dramatique. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre un petit peu les bases de la scène et du métier artistique. Ça t'a pas trop manqué la comptabilité? Non, c'est vrai que j'ai fait des études De comptable, ouais. comptable, exactement. Je me suis arrêté en première année bac pro comptabilité. Et puis à partir de là, j'ai jeté mon plan comptable et je me suis dit non, je vais pas continuer à compter l'argent des autres. J'espère qu'un jour je compterai le mien. À la Picsou, voilà, dans son coffre-fort. Compris. Alors tu as déclaré en interview, j'adore la citation, je suis le plus gros laveur de vaisselle de Paris. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que fait de la plonge. pour payer mes études au cours Florent, parce que c'était 350 € par mois, et du coup il fallait payer les études, et du coup moi j'avais pas papa et maman derrière qui me faisaient des chèques, donc il fallait... C'est vrai que tu étais le seul arabe de la classe. Ouais. 33 élèves, et j'étais le seul maghrébin de la classe. Et du coup voilà, j'ai fait beaucoup de plonges, j'ai travaillé dans tous les restos de Paris, qui étaient tenus à l'époque par beaucoup de Kabyles, puisque les Kabyles tiennent beaucoup de restos à Paris. Je confirme. Donc j'avais le droit au stade de l'Arcarbea. T'as pas fait la vaisselle. T'as pas fait la vaisselle, hein. Donc du coup c'est comme ça que j'ai pu me payer mes premières années d'études au cours Florent. D'accord, quelques mois plus tard, tu pars avec un pote en Suède, hein. C'était juste le temps d'un week-end, et finalement tu restes 6 mois. Voilà, alors je m'explique pourquoi je reste 6 mois, parce que bon, je suis un arabe, donc où je trouve à manger et dormir gratuit. Comment elle s'appelle Je reste, tout était bénéfice, tu vois ce que je veux te dire. Non, je suis parti un week-end, et c'est vrai que j'ai fait la rencontre d'une Suédoise. Et voilà, de fil Alors en là, aiguille. tu viens de prononcer le rêve de tous les Algériens, hein, mais... Rencontrer une Suédoise, Ouais. c'est facile, il faut aller en Suède, c'est tout, il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est facile, il est drôle. Humoriste. Et ouais, de fil en aiguille, on a fait connaissance, et du coup, elle, voilà, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, elle n'avait jamais vu de maghrébin avec les yeux clairs. Les yeux clairs, tout à fait. Et c'est de là qu'elle m'a dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi t'es beau en fait? Non, Pourquoi tu es modeste? Comme ça fait un général. Non, parce que c'est vrai qu'elle avait vraiment l'image d'un arabe
genre le mec est en face de toi là-bas, ça ressemble à peu près à ça. C'est sympa pour le Le beurre de lait, le beurre de Ah, lait. il va te choper à la sortie de l'émission. Et la place, Et du coup, ouais, et du coup, je lui ai expliqué qu'en fait ma mère était kabyle et je lui ai expliqué que enfin, les Suédois d'Algérie c'est des kabyles, quoi, c'est tous des gens très clairs qui ressemblent un petit peu, enfin tous, en majorité, qui ressemblent un petit peu aux Suédois. Et de là, elle m'a surnommé Momo Swedish et depuis c'est resté. Voilà, c'est devenu ton nom Mohamed le d'artiste. Suédois. Alors tu rentres à Marseille, hein, tu t'inscris à un concours d'humoriste qu'avait lancé Patrick Bosso. Exactement. Ça s'appelle le Marseille Comedy Club. Ouais. C'est un dérivé du Jamel, mais 100% marseillais. Et du coup, je m'inscris à ce concours. Enfin, on m'inscrit à ce concours. Et quand on m'inscrit à ce concours, ben, j'écris un sketch de 10 minutes. Je me présente et je gagne directement la finale. En fait. Je me présente, je m'appelle Henri, hop là. Je voulais bien réussir ma vie, voilà. Et tu y es arrivé. Et j'ai gagné la finale. Et en gagnant cette finale, Patrick Bosso me dit à l'époque, tu devrais écrire un spectacle. Bah, il faut nous le dire avec son accent. Franchement, tu devrais. Tu as du talent, il y a quelque chose. Je pense que tu devrais monter un spectacle. Ouais, ça cartonnerait, je suis sûr et certain. Excellent. Voilà. Du coup, je monte un spectacle. Et ce premier spectacle, donc, il s'appelait De la main à la main, ça coûte un bras. Et c'est de là que. Et donc, du coup. Si tu fais rigoler juste avec le titre, c'est que C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, avec ce spectacle-là, j'ai commencé à faire une petite tournée dans le sud de la France. Et j'ai commencé à créer un pseudo-public, mon pseudo-public, mon premier public. Et tout a commencé réellement en 2013, lors d'une vidéo où je suis filmé. J'allais t'en Voilà, parler une justement. Tu vidéo étais où- attablé à une brasserie avec une amie qui te Exact. filme un peu À par mon insu. hasard. Hein, Ouais. et hop, ça devient viral du jour au lendemain. Mais c'était vraiment, ça a été vraiment le chamboulement de ma vie. Mais 36 véridique. 000 demandes d'ajout, 50 milliards de messages C'était privés. hallucinant, mais vraiment je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, j'étais devenu une vedette en même pas une heure avec une vidéo sur les réseaux sociaux. Et de là, les gens ont commencé à découvrir qui j'étais, ce que je faisais, parce que je sors pas des vidéos internet à la base des bases, j'avais déjà Ouais. élaboré beaucoup de taf. Et de là, j'ai commencé à faire mes premières vidéos à Les l'époque. ça s'appelait fameux Remonter. Mohamed le Suédois. Remonter contre les Plus jaloux, de les hypocrites. 500 thèmes. Exact, 500 thèmes, ouais. Comment est-ce que voilà, tu t'inspires de quoi? Qu'est-ce qui te fait réagir? Quelle est ta L'actualité, mécanique de création? Alors pour les remonter, c'était l'actualité, le quotidien, tout ce que j'entendais autour de moi, des histoires anodines ou pas. Et remonter, c'était le principe d'être énervé contre tout. Donc dès que je voyais un truc qui m'agaçait moi, ça agaçait plein de gens autour de moi. Et de là, je prenais ce sujet-là, j'en faisais un truc de 2 minutes et j'ai balancé sur les réseaux sociaux. Le succès immédiat. Immédiat. J'aimerais que tu me parles aussi de Samia. Ah, Qui Samia. est Samia Samia, C'est un peu alors- l'objet de ta présence ici Exactement. aujourd'hui. Alors ce qui est dingue, c'est que si je n'avais pas cru au départ au projet Samia, je ne serais pas ce que je suis devenu réellement aujourd'hui. Samia a vraiment boosté ma carrière. Tu sais que samedi dernier, j'ai fait l'Olympia Ouais. à Paris. J'ai vu la vidéo énorme. Voilà, triomphe. donc c'est Samia qui m'a amené à Je l'Olympia. pense que ça mérite qu'on applaudisse. Hein. C'est l'Olympia, c'est pareil. Merci. Allez, l'OM. Merci. Ah, il a placé, hein, il a placé. Il voulait, il voulait. Il l'a placé. T'es content? Bien Ah, sûr. ah, oseille. Du coup, voilà, Samia, c'est un personnage que j'ai créé à travers les réseaux sociaux. C'est une famille algérienne où je joue 5 personnages sur scène et en vidéo aussi. Une famille de ouf. Mhm. Et ce personnage-là, donc c'est une nana qui a 36 ans, qui n'est pas mariée, qui vit encore chez sa Une mère. baïra, comme on Et dit elle chez nous. voilà, tu connais un petit peu les problèmes de quand t'arrives, t'as dépassé les 30 ans et t'es toujours pas marié. Chez les Arabes, t'es bonne à la casse. Allez, je propose à nos auditeurs d'écouter un petit extrait de ce que ça donne. Celui-là parle de divorce. Ah, elle est où t'as pris la clochard? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ah, je suis tombé par terre la première fois. Elle est dans une soirée hier soir, je l'ai croisée à 3h du matin, et tu lui dis rien, madame, elle s'habille en mini-short? Ah bon? Ça lui va, elle, les shorts? Depuis quand? Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans la soirée? T'as pas eu le temps, tu vas marier? On est en train de parler de ta fille, on parle pas de moi, t'as compris? C'est quoi, t'as 3h du matin sur une piste de danse, en train de danser avec des mecs, mini-shorts, dos nu? Je suis quoi, moi, une merde? Mais ouais, c'est une soirée célibataire. Et alors, là-bas, je danse avec des mecs, je vais pas danser avec des filles. Il est con, celui-là. Toi, ferme ta gueule, t'as compris? Déjà, quand on a une corde de dongage, on met pas des douilles, t'as compris? Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans une soirée célibataire alors que t'es marié? Ouais, je suis dans une soirée célibataire, parce que j'ai envie de divorcer. Ça marche plus avec ma femme.
Ça fait 1 an que tu t'es marié, tu veux déjà arrêter. Le film vient à peine de commencer quand tu veux éteindre la télévision. Et les jeunes d'aujourd'hui, prends exemple sur nous les anciens, nous on a tout passé en couple. Ouragan, tremblement de terre, tsunami, chez nous on a caché le divorce. Ah non, Didier, je ne suis pas d'accord avec toi, franchement. Si ton fils n'a plus cette fille, enfin, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus rien. Il n'a qu'à la quitter, franchement. Quand vous les camarades à l'ancienne, j'aime plus et je reste. Pourquoi faire? Pour le regard des gens? Non, regarde, moi j'ai divorcé 2 fois. Bien sûr, quand il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la flamme. Moi, dès que j'ai plus la flamme, je vais rallumer le feu ailleurs. Ouais, c'est ça, toi, continue à allumer le feu, on a l'idée. Écoute pas cette folle. Tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire. Le mariage, c'est comme l'avion. Vous êtes deux à piloter votre vie. C'est pas dès qu'il y a une turbulence, après 50 ans qu'on est mariés, on a eu une turbulence, mais nous, dès qu'il y a une turbulence, on fait une escale. Fais une escale. Voilà, on fait une escale. Et on fait une escale dans Shazam. Alors on va détailler évidemment tous les personnages, il y en a 5, hein. On vient de parler évidemment de Sanyam, il y a aussi la maman qui est le personnage. Khadija, il y a Zouzou, dit Zoubida, mais qui se fait appeler Zouzou. Évidemment. Il y a la grand-mère Nenna, la grand-mère Kabyle, et puis il y a le frère Karim. D'accord. Alors les vidéos ont un succès de dingue, hein, un succès de ouf, hein, pour paraphraser le titre depuis plusieurs mois. Comment est-ce qu'on arrive à faire la transposition de mini-sketch de 2 minutes de la vidéo d'internet à la scène? Alors ça a été un travail de longue haleine. Alors tu sais, ce qui est très drôle en France, c'est que un artiste qui joue avec un décor sur scène, une pièce de théâtre, il n'arrive pas à appeler ça une pièce de théâtre, soi-disant parce que je suis tout seul. Eux, ils appellent ça un one-man show déguisé. Alors que pour moi, c'est pas un one-man show déguisé, c'est une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est une pièce de théâtre où il y a peut-être un monologue, mais il y a plusieurs changements entre personnages. Ça veut dire que je me donne la réplique à moi-même, tout en me changeant. Mais je ne vais pas t'en dévoiler plus que ça parce qu'il faut voir le spectacle. Non, je sais qu'il y a du travail de transformisme. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Donc ça a été un travail de longue haleine. Il rigole, t'as dit transformiste, l'autre il est mort de rire. L'autre il est mort de rire. Humoriste involontaire. Donc du coup, ouais, je me suis donné ce challenge en me disant pourquoi pas, justement, après les vidéos, pourquoi pas en faire un spectacle sur scène réellement. Et du coup, Paris réussi. Près de 130 dates de tournée depuis 9 mois. Respect. Complet dans toute la France. Extraordinaire. D'accord. Ça te fait quoi la question classique par excellence que tu dois attendre avec mes gros sabots? Ça te fait quoi de revenir jouer en Algérie? Franchement, je vais te dire la vérité, mais en toute sincérité, j'adore venir jouer en Algérie. Parce que c'est ce que je disais encore dans tous les médias aujourd'hui. C'est un public que j'apprécie parce que... Parce que tu es chez toi d'abord. Premièrement, et la deuxième des choses, c'est qu'ils viennent pas dans le jugement. Ils viennent pour rire ici, les gens. Ils viennent vraiment pour apprécier ce que tu fais, le taf que tu as fait. Et c'est ça que je kiffe avec le public algérien, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Ça veut dire que t'es drôle, Ndarko, t'es pas drôle, on rigole pas, frère. Point à la ligne, tu vois. Il n'y a pas d'hypocrisie et il n'y a pas de demi-mesure. C'est t'es drôle, c'est pas drôle, t'es pas drôle. On peut mieux faire, finalement. Absolument pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais jamais eu ce ressenti. Vraiment jamais eu ce ressenti en Algérie. Et c'est pour ça que j'adore jouer ici. D'accord. Et tu joues donc demain au Théâtre National. Bahreddine Bouchtazi, qui est un haut lieu évidemment de la culture incontournable. C'est la première fois que tu joues? C'est la première fois, j'espère pas la dernière. Avec grand plaisir en tout cas. Inch'Allah. Puisqu'on est dans Shazam, c'est une émission, tout le monde le sait, qui adore les polémiques. Qu'est-ce que tu penses justement du dernier scandale des auteurs, tu t'en doutes, qui ont plagié en France les Gad Elmaleh, les Jamel Debbouze, etc. Alors, etc. Je vais te dire en toute vérité, Ouais. en toute franchise, j'ai vu le reportage comme tu l'as vu toi aussi. J'ai été très déçu parce que des personnes à qui je portais énormément d'intérêt, comme un Gad Elmaleh qui a été obligé de transmettre des sketchs américains en français, De les traduire, voilà. traduire ça, tu vois, et puis D'ailleurs, faire passer ça à la s'était très trappe, mal défendu. Il faire avait passer, dit, oui, j'ai vu sa façon dont il a rebondi à ce sujet. C'était pas terrible, pas terrible. Pour moi, c'est bête. Je pensais que c'était quelqu'un qui vraiment avait une plume de ouf. Et finalement, tu t'aperçois que le mec, il fait que traduire des sketchs anglais et les mettre en français. Alors, il n'a pas fait ça sur tous ses spectacles. Mais je sais que les 2 derniers spectacles, il s'en est beaucoup servi. Mais est-ce que ça existait depuis pas mal de temps dans le milieu des humoristes? Ça fait des années que les gens font ça. D'accord. Ça fait des années que les gens font ça. Il y a plus d'une trentaine d'années que les gens copient les humoristes américains. Parce que dans le reportage, tu as pu voir des mecs comme Michel Leb qui jouaient des spectacles en 85-86 et ils copiaient déjà des artistes américains. Tu vois. Donc ça a toujours été fait depuis la nuit des temps. Et écoute, ils ont mis un écran de fumée sur cette histoire. Ils n'en ont pas plus polémiqué que ça en France. C'est passé un petit peu à la trappe. Chance pour eux.
Mais seulement maintenant, moi et plein d'artistes savent qui ils sont. Il n'y a pas vraiment un travail monstrueux derrière. Je vais laisser le silence à 10 secondes à pour bien mesurer la portée C'est des la paroles. réalité, c'est la réalité. Moi je te dis ce que je pense, parce que moi je me casse la tête à écrire des sketchs, à trouver des inspirations. Non, c'est un travail de malade. Sur une phrase, des fois je reste une semaine sur une phrase. Est-ce qu'elle est bien dite? Est-ce qu'elle est bien tournée? Est-ce que ça va plaire? Et quand tu vois, il y a un mec qui se casse pas la tête, il prend un DVD et il met tout en français, il arrange à sa sauce. Il est où le côté artistique? Qu'est-ce que tu crées dans artistique? Dans artiste, il y a art. Qu'est-ce que t'as créé, mon pote? T'as rien créé du tout. T'as transformé un sketch américain en français. D'ailleurs, Thomas Cissé, Thomas qui Cissé. a eu quand même un peu d'élégance vers la fin. Il avait une espèce de carte de visite qu'il a partagée sur Twitter et c'était Thomas Cissé, traducteur de spectacle. Ouais, tu vois. C'est pas, ouais, voilà, ben, donc tu peux pas te dire artiste, t'es interprète. T'es pas artiste, t'es interprète. T'es artiste-interprète. Mais t'es pas créateur de spectacle. T'as rien créé là, mon pote, t'as absolument rien créé. Madrna Walou. Voilà, maintenant, ouais, exactement comme tu dis. Pour moi, dans artiste, c'est le côté, ben, t'as créé, t'as fondé un truc, t'as un sketch, il est propre à toi, il t'appartient, et ce que tu racontes, tu sais ce que t'as écrit, tu sais d'où ça sort. Maintenant, le côté, tu sais, c'est comme un mec qui va chanter une chanson de. C'est tout bête ce que je vais te dire, je vais te dire Johnny Hallyday, parce que c'est le premier qui me vient en tête, et on en a parlé il y a pas très très longtemps, tu sais, voilà, ça fait un peu le tour du monde, son histoire. Mais un Johnny Hallyday, c'est pas un mec qui crée des chansons, il interprète. Donc il est artiste-interprète. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'un mec comme Gad, demain, il revienne à la source. À l'époque, quand il avait fait son premier spectacle Décalage, je veux aller Gambadé. C'était le vrai Gad Elmaleh. Et là, il y avait quelque chose, il y avait de la recherche, c'était son histoire à lui. Mais prendre des sketchs américains et les mettre en français, je trouve pas ça terrible. Même s'il le fait très bien et qu'il a énormément de talent, je ne vais pas renier Oui, non, mais ça c'est clair. l'artiste et le talent, tu vois. Mais après, c'est tomber dans la facilité, quoi. Mohamed de Suédois, merci beaucoup. Merci à d'être toi venu de dans m'avoir l'émission. reçu. J'ai plus envie de partir, je devais partir, mais maintenant j'ai plus envie de partir. Allez, l'OM. Allez, Issam, on va s'écouter un deuxième extrait de Mohamed. ce qui Merci, lui merci, permettra de merci, partir. merci, merci, merci. Et tu reviens évidemment. مرحبا بكم غدوة Quand إن شاء tu veux. الله. Merci. C'est bien de s'auto-applaudir. Ouais, c'est ça. Respect. Projet spectacle, faut demain. Inch'Allah. Inch'Allah quand je reviendrai, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, petite photo et on te libère. Photo de famille? Ouais.